Bienvenue à Conte policier, où les secrets se cachent à la vue de tous. Ce soir, un esprit brillant fait face à une énigme effrayante. Qui vous avait laissé la tasse de thé empoisonnée au souper? Un village tranquille, un secret mortel. À qui pouvez-vous faire confiance? Versez-vous quelque chose de chaud, fermez les rideaux et laissez le mystère commencer. C'était un de ces après-midi de début juin à St. Mary Mead, où le village semblait retenir son souffle, attendant avec impatience l'été. Le soleil filtrait à travers les feuilles naissantes des châtaigniers bordant la place du village, et le parfum de l'herbe fraîchement coupée se mêlait au délicat parfum des roses. À première vue, c'était le cadre idéal pour la garden party annuelle de Gossington Hall. Miss Marple, assise tranquillement sur une chaise en osier au bord de la pelouse bordée de roses, tricotait une écharpe bleu pâle à un rythme régulier, son regard perçant parcourant l'assemblée. Bien qu'elle n'ait l'air que d'une vieille dame bienveillante profitant du temps doux, en réalité, elle observait toutes les inclinaisons de tête, les coups d'œil rapides, les mouvements nerveux, des comportements infimes qui échapperaient à l'attention même du policier le plus diligent. L'hôte, le major Percival Gossington, dirigeait à cet instant précis la disposition des tables, s'occupant des nappes en dentelle comme si une présentation parfaite pouvait conjurer un désordre invisible. « Marjorie, dit-il en appelant sa gouvernante, veille à ce que la limonade soit bien fraîche. Et attention au gâteau, notre cher vicaire est terriblement exigeant. » Marjorie, hochant la tête, une pointe d'épuisement dans le regard, s'éloigna précipitamment. Pendant ce temps, les notables du village déambulaient, échangeant sourires polis et compliments délicats. Il y avait Madame Clemens, toujours vigilante aux affronts sociaux Monsieur et Madame Dalrymple, dont les chapeaux assortis trahissaient un penchant pour la rivalité le jeune Timothy Carver, désireux d'impressionner mais hésitant à qui flatter et, discrètement blotti dans un coin, Mademoiselle Marple elle-même, apparemment absorbée par son tricot. L'après-midi se déroula avec les banalités habituelles, le vicaire vantant le jardin, Lady Witherspoon déplorant l'absence d'un temps estival digne de ce nom, et le cercle des commères, toujours curieux, murmurant sur les derniers événements du village. Pourtant, malgré cette façade joyeuse, des tensions subtiles étaient déjà à l'œuvre, si subtiles que seul un observateur de la nature humaine depuis des décennies pouvait en déceler les courants sous-jacents. Ce fut lorsque la première tournée de thé fut servie, qu'un léger murmure de surprise parcourut l'assemblée. Miss Marple l'avait remarqué la première, sans toutefois dire un mot. Un nouveau plateau de gourmandises, scones, sandwichs et petits gâteaux délicats avait été apporté de la cuisine. Une tasse de thé, légèrement à l'écart des autres, y était posée comme par hasard. La dame à qui elle était destinée, Madame Euphemia Larkins, la prit d'un signe de tête poli et but une gorgée. Presque aussitôt, son sourire poli s'estompa. Elle toussa une fois, bruyamment, puis une autre, et les autres invités se penchèrent en avant, inquiets. Le vicaire se précipita à ses côtés, et Lady Witherspoon porta la main à sa bouche, horrifiée. Miss Marple, quant à elle, restait assise, ses aiguilles à tricoter toujours en mouvement, son esprit cataloguant silencieusement chaque expression et chaque mouvement. Un poison? Peut-être, mais pour quelle raison? Et par qui? Personne ne remarqua le léger tressaillement, presque imperceptible, de la mâchoire du major Gossington, ni la façon dont le regard de Timothy Carver se posa nerveusement sur la porte de la cuisine. Personne, à part Miss Marple, ne comprenait qu'une simple tasse de thé égarée pouvait ruiner l'atmosphère de cet après-midi distingué. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple garden party, le genre d'événement qui remplissait les agendas des villageois depuis des décennies, se transforma en un éclair, en une scène de suspicion et de peur. Les premiers murmures d'une tentative de meurtre se répandirent, comme de la fumée sur la pelouse, touchant chaque invité d'une main invisible de malaise. Miss Marple, cependant, continua simplement à tricoter, son regard doux mais calculateur tandis qu'elle murmurait dans sa barbe. Quelqu'un voulait cette tasse, mais qui? Et pourquoi? Je me le demande. Le choc initial provoqué par la quinte de toux soudaine de Madame Euphemia Larkins persista dans le jardin comme un brouillard invisible, jetant un voile de silence sur les événements. Les conversations, qui avaient été empreintes de bavardages polis et de compliments soigneusement dosés, s'éteignirent maladroitement. Certains villageois s'approchèrent d'eux pour proposer leur aide, tandis que d'autres restèrent d'âne figés, hésitant entre agir et reculer. Miss Marple, installée dans son fauteuil en osier au bord de la pelouse bordée de rosiers, observait tout cela avec un pincement de lèvres presque imperceptible. « Euphemia, ma chère, vous allez bien ?» demanda Lady Witherspoon, d'un ton à la fois inquiet et curieux.
Euphemia agita faiblement la main, tentant de rassurer les spectateurs, mais son teint pâle trahissait que quelque chose clochait. Le vicaire, toujours attentif à ses devoirs, avait pris les choses en main avec un calme efficace. Peut-être s'agissait-il simplement d'un frisson soudain, suggéra-t-il, bien que sa voix soit teintée d'incertitude. Allons la placer sur une chaise plus confortable et faisons apporter de l'eau immédiatement. Tandis qu'Euphemia était escortée jusqu'à un siège à l'ombre d'un grand orme, des murmures commencèrent à s'élever parmi les autres invités. Madame Clemens, debout, près d'elle, la main sur la poitrine, se pencha vers Madame Dalrymple et murmura d'une voix à peine plus forte qu'un soupir. « Vous imaginez ? Du poison. Qui oserait ?»« Oh, sois raisonnable, Gertrude, » répondit Madame Dalrymple avec un léger reniflement, en ajustant ses gants de dentelle. Un poison, en effet. Peut-être était-ce seulement le thé trop infusé, ou peut-être un mauvais mélange. Ces marchands de thé modernes sont si négligents. L'expression de Madame Clemens trahissait son incrédulité, mais elle garda le silence, tandis que Timothy Carver rôdait, mal à l'aise, près de la fontaine, son regard allant du vicaire à la cuisine. Malgré son jeune âge, Timothy était animé d'une curiosité naturelle mêlée à un vif désir d'impressionner, et l'incident semblait offrir une opportunité qu'il ne comprenait pas pleinement. Miss Marple, cependant, remarqua des subtilités qui échappèrent à tout le monde. La façon dont la mâchoire du major Gossington se crispa, son regard se posa brièvement sur le plateau d'où la tasse de thé avait été retirée, et le léger mouvement coupable de ses doigts, tandis qu'il lisait la nappe en dentelle. De petits détails, apparemment anodins, mais qui, pris ensemble, formaient un motif qui allait plus tard se révéler significatif. La garden party s'interrompit. Les invités formèrent de petits groupes, parlant à voix basse, leur voix chargée d'un fond de peur et de spéculation. Le calme initial, si soigneusement entretenu, se transforma en un réseau de soupçons, à moitié formés et vite partagés. « Avez-vous vu quelqu'un près du plateau de thé avant que Madame Larkins ne prenne sa tasse ?» demanda M. Dalrymple à sa femme, tout en jetant des regards furtifs sur la pelouse, comme s'il craignait que sa propre curiosité n'attire l'attention. « Non, Arthur, » répondit-elle en écartant une boucle rebelle de son front. « Mais c'est étrange, n'est-ce pas? Que la tasse de thé soit mise de côté comme délibérément. On pourrait presque soupçonner qu'elle laissa sa phrase s'échapper, laissant l'insinuation en suspens comme un fil fragile prêt à se rompre. Même parmi ceux qui se disaient rationnels, les spéculations étaient inévitables. Certains pointent du doigt le personnel de cuisine, remarquant le service précipité et le léger désordre des plateaux. D'autres suggèrent qu'un étranger s'était infiltré dans la soirée. Mais Miss Marple, au fond d'elle-même, écartait cette hypothèse avec une douce certitude. Les étrangers entraient rarement à St. Mary Mead sans se faire remarquer, et s'ils le faisaient, on remarquerait quelque chose d'anormal bien avant une tasse de thé empoisonnée. Le vicaire, de plus en plus inquiet, s'éclaircit la gorge et s'adressa à l'assemblée. Il est peut-être préférable de garder son calme jusqu'à ce que nous comprenions précisément ce qui s'est passé. Euphémie, ma chère, vous devez prendre soin de vous, et nous veillerons à ce que vous soyez immédiatement prise en charge. Tandis qu'il parlait, Miss Marple laissa son regard parcourir les visages rassemblés. Chacun révélait une facette différente de son caractère, sous l'effet du stress, de la curiosité, de la peur, de l'indignation et, dans certains cas, d'une vague lueur de satisfaction face à l'excitation qui rompait la monotonie de la vie villageoise. Elle remarqua le léger battement de l'éventail de Lady Witherspoon, le léger pincement des lèvres de Madame Clemens et le changement presque imperceptible de posture du major Gossington, comme s'il s'apprêtait à défendre une action secrète. « Pensez-vous que quelqu'un ait voulu lui faire du mal ?» demanda Timothy Carver, sa voix trahissant à la fois excitation et peur. Miss Marple, choisissant de répondre avec la plus grande douceur, ne dit rien immédiatement. Elle continua son tricot, laissant le cliquetis de ses aiguilles ponctuer le silence et observa les réactions du jeune homme. Pendant ce temps, Marjorie, la gouvernante, se déplaçait parmi les invités avec un plateau d'eau fraîche et des serviettes, l'air calme et prudent. Elle offrit son aide à Madame Larkins, qui but son eau avec précaution, mais ses grands yeux suggéraient qu'elle savait déjà que son problème était plus grave qu'un simple mal de ventre. Les ragots, bien sûr, commencèrent à fleurir. Madame Clemens, toujours prête à laisser passer une occasion, chuchotait à qui voulait l'entendre ses anciens griefs, ses vieilles rivalités et ses affronts imaginaires. « C'est curieux, » murmura-t-elle à Miss Marple, qui feignit d'examiner son tricot, comme une telle chose pouvait facilement se produire dans un village comme le nôtre. On ne s'attendrait jamais à un meurtre à St. Mary Mead.
Miss Marple répondit avec son amusement habituel, d'un ton doux mais posé. « Oh, Gertrude, il ne faut pas oublier que même dans les villages les plus tranquilles, les gens cachent parfois des secrets qu'ils ne révéleraient pas, même à leurs plus proches voisins. » Ces paroles, si désinvoltes qu'elles puissent paraître, avaient une portée presque imperceptible, suscitant un instant de réflexion chez son interlocuteur. Madame Clemens hocha lentement la tête, sans toutefois exprimer ses pensées à voix haute. De l'autre côté de la pelouse, le major Gossington tenta de rétablir un semblant d'ordre. « Peut-être devrions-nous tous reprendre notre souffle et essayer de poursuivre la fête, dit-il, bien que le tremblement de sa voix trahisse son propre malaise. Le thé et la conversation ne doivent pas être complètement perturbés par un incident malheureux. » Pourtant, malgré toutes ces protestations, l'atmosphère avait irrémédiablement changé. Les villageois n'étaient qu'à plus de simples participants à une agréable réunion estivale. Ils étaient des témoins, chacun animé de ses propres spéculations, craintes et jugements secrets. Et, à l'insu de tous, sauf de Miss Marple, certaines de ses pensées étaient bien plus dangereuses qu'on n'osait l'imaginer. En milieu d'après-midi, le choc initial s'était transformé en un tissu complexe de suspicions. Madame Dalrymple était convaincue de la négligence du personnel, tandis que Madame Clemens penchait pour une interprétation plus sinistre, imaginant la rancune, l'envie et la vengeance tapis dans le cœur des villageois. Timothy Carver oscillait entre peur et fascination, son attention passant d'un client à l'autre, scrutant chaque expression à la recherche d'un indice sur l'identité du coupable. Miss Marple, cependant, demeurait une observatrice silencieuse, notant les gestes infimes, les expressions fugaces et les comportements invisibles aux yeux de tous. Elle n'avait nul besoin de parler fort ni d'attirer l'attention, les indices se présenteraient en leur temps. La garden party continua ainsi, mais une tension palpable étouffait désormais les rires polis et les conversations délicates. Sous les apparences de la bonne société, de subtiles rivalités et des ressentiments cachés commençaient à s'éveiller, attendant le moment opportun pour émerger. Et Miss Marple, avec son sourire tendre et son tricot délicat, savait que la véritable histoire de la perturbation de l'après-midi commençait à peine à se révéler. Le village avait réagi, certes, mais sa réaction avait aussi révélé des traits de caractère, des indices de motivation et les plus ténus murmures de secrets qui, bien que enfouis, allaient se refaire surface d'une manière que personne ne soupçonnait encore. Et Miss Marple, comme toujours, observait, écoutait et se préparait discrètement à démêler les fils que d'autres ne pouvaient pas encore voir. Le lendemain matin, St. Mary Mead avait retrouvé un étrange état de quasi-normalité, celui qui suit une perturbation trop perturbante pour être ignorée. Le soleil brillait toujours aussi gaiement sur la place du village, les oiseaux chantaient selon leurs rythmes habituels, et pourtant une pointe d'appréhension persistait. Miss Marple, assise près de la fenêtre de son modeste salon, sirotait lentement son thé, son regard perçant scrutant la rue. Elle avait passé l'après-midi précédent à écouter, observer et recenser les réactions des villageois, et son esprit était maintenant occupé à reconstituer les comportements subtils qui pourraient indiquer une motivation et une opportunité. Le téléphone sonna brusquement, interrompant sa rêverie. C'était le vicaire, qui appelait pour annoncer que Madame Euphemia Larkins avait passé une nuit agitée sous étroite surveillance. « Pas de séquelles durables, Dieu merci, » dit-il, le soulagement mêlé d'une anxiété persistante dans la voix. Mais l'incident a fait grand bruit. Tout le village semble agité, et il y parle de Miss Marple, horrible sujet de conversation sur le poison de toute chose. Les lèvres de Miss Marple s'étirèrent en un léger sourire presque imperceptible. « Oui, révérend, je sais, » répondit-elle doucement. « On a tendance à s'oublier dans les moments de surprise, et l'imagination est plus rapide que les faits. Je suppose que vous avez raison, » admit le vicaire, même si sa voix trahissait un certain malaise. « J'espère juste que rien d'autre ne viendra aggraver les choses. » Après l'appel, Miss Marple posa sa tasse et se laissa aller dans son fauteuil, réfléchissant aux subtilités qu'elle avait observées. Le major Gossington, par exemple, avait affiché une tension dans son attitude qu'elle trouva curieuse. Non pas la simple anxiété d'un hôte soucieux du sort de son invité, mais une nervosité plus profonde, qui suggérait un malaise face à l'événement lui-même, ou peut-être au comportement d'autrui. Timothy Carver, malgré son jeune âge et son sens de l'observation, était surexcité, jetant des regards furtifs dans la salle, comme s'il cherchait à déchiffrer les pensées invisibles qui traversaient les visages des adultes. Et puis il y avait Madame Clemens, toujours à l'affût des affronts et des griefs,
dont les théories murmurées avaient dépeint certains invités sous un jour peu flatteur, qu'elle y croit ou non. Décidant qu'une visite à Gossington Hall était prudente, Miss Marple se prépara à une matinée d'enquête discrète. Elle traversa le village avec son calme habituel, saluant poliment ses voisins et échangeant de douces plaisanteries, tout en notant qui s'attardait où et de quelle manière. Les gens étaient d'une franchise remarquable lorsqu'ils ne se rendaient pas compte que quelqu'un d'important les écoutait. À son arrivée à Gossington Hall, Miss Marple fut accueillie par Marjorie, qui semblait soulagée de la voir. « Miss Marple, dit-elle en la conduisant au salon, Major est dans la bibliothèque, arpentant la pièce comme si les murs allaient en s'écrouler. Il est pour le moins perturbé. » Miss Marple inclina poliment la tête. « Ça lui fera du bien, j'imagine, » dit-elle doucement. « Il est toujours plus facile de réfléchir en mouvement qu'assis. » La porte de la bibliothèque s'ouvrit, révélant le major Gossington, la posture raide, le regard inquiet. « Ah, Miss Marple, » dit-il en tentant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je craignais que les villageois ne se déchaînent sur les spéculations. Vous comprenez, bien sûr, que cet incident a lui aussi causé une grande détresse. »« J'en suis sûr, » répondit Miss Marple. « Mais la détresse n'est pas toujours synonyme de culpabilité, Major. Parfois, c'est simplement une expression d'inquiétude ou de surprise. » Le major soupira et s'affala sur une chaise, se passant la main sur le visage. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander qui pourrait faire une chose pareille. Dans notre paisible village, Euphemia n'a guère d'ennemis. Miss Marple, toujours subtile, laissa son regard s'attarder sur lui, remarquant le léger frémissement de ses doigts et le léger pli entre ses sourcils. « Il arrive que l'on nourrisse des griefs invisibles à l'œil nu, dit-elle doucement. Même dans les communautés les plus soudées, le ressentiment peut couver sans que l'on s'en aperçoive, jusqu'à ce que les circonstances l'autorisent. » Le major la regarda, l'incertitude se lisant sur son visage. « Voulez-vous insinuer que quelqu'un ici, à St. Mary Mead, aurait pu s'interrompre brusquement, comme s'il avait peur d'aller au bout de sa pensée ?» Miss Marple hocha simplement la tête. « Je ne suggère rien sans raison. J'observe. » Ils furent interrompus par l'arrivée de Timothy Carver, envoyé par ses parents sous prétexte d'offrir son aide. Son enthousiasme juvénile ne fut pas entamé par la gravité de la situation. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il avec empressement. « Je pensais pouvoir vous aider. Pensez-vous qu'il s'agissait d'un villageois ou d'un étranger ?» Miss Marple l'observa en silence. Timothy, parfois la réponse est plus proche qu'on ne le pense. Et parfois elle trouve dans les plus petits détails le comportement, les hésitations, les regards qui passent inaperçus. Timothy cligna des yeux, visiblement intrigué mais perplexe. « Je vois. Alors on devrait surveiller tout le monde ?»« Pas de façon évidente, » répondit Miss Marple, ses doigts de tricot tapotant distraitement sur ses genoux. « Observe simplement. Observe. » Les réponses se révèlent souvent d'elles-mêmes quand on ne cherche pas à les montrer. À mesure que la matinée avançait, les villageois commencèrent à se rassembler à nouveau, attirés par la curiosité et le besoin de comprendre les événements. Miss Marple saluait l'occasion de discuter tranquillement avec ceux qui pourraient révéler des informations utiles. Madame Clements, naturellement, avait déjà commencé à faire part de ses opinions, soulignant les dangers de la négligence au sein du personnel et faisant allusion à de prétendues rivalités entre voisins. Lady Witherspoon, arrivée sans y être invitée par curiosité, fit des observations pointues sur l'étiquette et l'inconvenance sociale de discuter aussi ouvertement d'accidents. Au fil de ces interactions, Miss Marple commença à se forger une carte mentale des relations, des alliances et des tensions. Elle remarqua, par exemple, la subtile déférence avec laquelle certains villageois traitaient le major Gossington, contrastant fortement avec le mépris désinvolte affiché envers Timothy Carver et les domestiques. Le moindre froncement de sourcils, la plus brève hésitation ou l'attitude inconsciemment défensive lui fournissent matière à se construire une image du paysage social, où les motivations pouvaient se dissimuler derrière des sourires et des paroles polies. En milieu de matinée, il était devenu évident que plusieurs invités refusèrent de partir avant d'avoir pleinement discuté de l'incident. Miss Marple, toujours discrète, laissa ses conversations se poursuivre tout en observant les interactions, la façon dont le regard de Madame Dalrymple s'attardait sur l'expression de son mari, le léger tressaillement de l'éventail de Lady Witherspoon en réponse à un commentaire, et le bref échange de regards entre le major et Marjorie, tous ces détails infimes étaient consignés. À l'approche du déjeuner, Miss Marple avait déjà formulé des impressions sur certains individus. Pas des accusations, pas encore, mais des observations qui guideront ses investigations ultérieures. Elle savait par expérience que le comportement humain ment rarement. Ce sont les schémas,
les hésitations et les contradictions entre les paroles et les actes des gens qui révèlent Cheryl la vérité. Ainsi, tandis que le village bourdonnait de spéculations, Miss Marple planifia discrètement ses prochaines étapes. Elle observait, écoutait et démêlait patiemment le réseau d'interactions qui avait mené à la perturbation de la veille. Chaque sourire, chaque regard nerveux, chaque murmure était un fil conducteur, et elle était certaine qu'en suivant attentivement ces fils, le motif, l'opportunité et l'action finiraient peu ou près par émerger. Pour l'instant, l'enquête préliminaire se déroulait non pas avec le fracas des preuves policières et des instruments scientifiques, mais avec l'art subtil, presque imperceptible, de l'observation, de la déduction et de la compréhension de la nature humaine. Miss Marple, tricotant très lentement, comprenait que les réponses se révéleraient en leur temps, et le village, malgré son calme apparent, lui fournissait précisément les indices dont elle avait besoin, un geste subtil à la fois. En fin de matinée, le village de St. Mary Mead était en effervescence, un léger murmure de spéculation s'insinuant dans l'air comme une voix sourde et persistante. Si le danger immédiat pour Madame Euphemia Larkins était passé, l'incident de Gossington Hall avait réveillé une tension latente, difficile à dissiper par le soleil éclatant ou le chant des oiseaux. Miss Marple, assise à sa place habituelle sur le banc du jardin devant sa chaumière, observait le flot constant de villageois, chacun semblant scruter attentivement les autres, et remarquait les subtiles nuances entre anxiété, curiosité et culpabilité. Il ne fallut pas longtemps avant que les premières théories ne se concrétisent en non. Parmi les plus virulentes se trouvait Madame Clemens, dont l'indignation à la seule idée d'un empoisonnement s'était muée en conjectures pointues. Il s'agissait sûrement d'une nouvelle employée de cuisine, déclara-t-elle à qui voulait l'entendre d'une voix basse et pressante. Quelqu'un qui était là depuis moins d'un mois. Croyez-moi, Marjorie est bien trop consciencieuse pour se permettre une telle insouciance. Ce devait être cette jeune fille de la ville, embauchée la semaine dernière. Marjorie, la gouvernante elle-même, entendit cette accusation et rougit légèrement, bien qu'elle ait répondu avec une dignité tranquille. Je vous assure, Madame Clemens, que le personnel a été très prudent. Chaque plateau est vérifié avant de quitter la cuisine. Timothy Carver, qui observait la scène avec un mélange de fascination et d'appréhension, s'approcha de Miss Marple, son impatience juvénile à peine contenue. « Pensez-vous que cela puisse vraiment être un membre du personnel ? J'ai vu la prudence de Marjorie hier, mais qui d'autre cela pouvait-il bien être ?» Le regard de Miss Marple restait doux mais pénétrant. « Timothy, il ne faut pas se sentir coupable simplement parce qu'on est nouveau ou parce qu'on souhaite une explication simple. Souvent, la réponse réside dans ce que les gens ne disent pas ou dans les plus petits détails qui passent inaperçus. » Le premier suspect évident apparut bientôt au cours des conversations entre villageois. M. Adrian Blake, un cousin du major Gossington en visite, arrivé la veille au soir et aperçu près du plateau de rafraîchissement juste avant le service du thé. C'était un homme grand et anguleux, aux traits anguleux et à la prestance imposante. Sa réputation d'esprit vif et de manière parfois brusque en faisait une cible facile pour les soupçons. « Quelqu'un a-t-il remarqué M. Blake près du thé » chuchota Mme Clemens à Mme Dalrymple, les yeux écarquillés. « Je l'ai vu jeter plusieurs coups d'œil vers le plateau. On pourrait presque dire qu'il s'attardait délibérément. » Madame Dalrymple haleta doucement. « C'est vraiment suspect. Et vous savez ce qu'on dit des visiteurs, ils connaissent rarement les coutumes de notre village. Peut-être a-t-il profité de la confusion. » Miss Marple, qui avait observé l'échange depuis son banc, nota discrètement les réactions des villageois. Le comportement d'Adrian Blake, s'il paraissait flagrant aux yeux d'un observateur non averti, pourrait fort bien être innocent. Pourtant, c'était précisément ce comportement, facilement mal interprété, qui pouvait permettre à un véritable coupable de se cacher à la vue de tous. Le vicaire arriva peu après, parcourant le sentier en hâte, papiers à la main. « J'ai parlé au médecin », annonça-t-il, et il confirma qu'il y avait bien une petite quantité de poison dans la tasse. Euphemia est indemne pour l'instant, mais l'affaire est grave. La police, je le crains, va enquêter. Cette annonce provoqua un vague de malaise. Certains villageois murmurèrent des prières, d'autres spéculèrent à voix haute sur les motivations de l'incident, et Adrian Blake, qui avait discuté à voix basse avec le major Gossington, se redressa et parut légèrement sur la défensive, sans toutefois protester. Miss Marple, cependant, resta silencieuse, son esprit cataloguant des détails subtils. Le bref froncement de sourcils d'Adrian Blake, le léger croisement défensif de ses bras et son évitement prudent de tout contact visuel avec certains villageois offraient autant de pièces du puzzle qu'elle devrait examiner de plus près,
mais aucune ne constituait, à elle seule, une preuve d'acte répréhensible. Plus tard dans la matinée, elle se retrouva à passer devant Gossington Hall, soi-disant pour récupérer du matériel de raccommodage dans son panier, mais en réalité pour observer les allées et venues dans la maison. Par les fenêtres ouvertes, elle remarqua le personnel s'agiter silencieusement, le major faire les 100 pas, et Adrian Blake lire dans la bibliothèque avec une concentration méticuleuse qui semblait presque exagérée. Le regard de Miss Marple remarqua un détail insignifiant, une tasse de thé posée sur une table d'appoint, légèrement à l'écart des autres. Elle était polie et propre, mais elle remarqua une légère trace, à peine perceptible. Elle ne fit aucun commentaire, mais garda cette observation pour elle. Des décennies de vie villageoise lui avaient appris que les petits détails étaient souvent plus révélateurs que les gestes ostentatoires. À midi, les ragots du village s'étaient intensifiés. Madame Clements avait trouvé un petit auditoire sur la place du marché, parlant avec insistance des dangers des étrangers et de la possibilité d'une malveillance délibérée. Lady Witherspoon, toujours soucieuse des convenances, déplorait qu'un tel événement puisse se produire dans une communauté si fière de son décorum. Pendant ce temps, Timothy Carver, incapable de résister, suivait le major et Adrian Blake, espérant déceler un signe révélateur de culpabilité. Miss Marple, cependant, opta pour une approche plus discrète. Elle passe du temps à discuter avec Marjorie dans la cuisine, lui posant des questions douces et désinvoltes tout en observant ses réactions. Marjorie répondit patiemment, même si elle hésitait parfois en décrivant les événements autour du plateau de thé. Ces hésitations, bien que subtiles, étaient précisément le genre de comportement pouvant suggérer de la nervosité ou une dissimulation. Miss Marple en prit note, mais n'en tira pas encore de conclusion. Le premier suspect, Adrian Blake, a fait l'objet d'une conversation polie mais inquisitrice entre plusieurs villageois, chacun espérant déceler un signe révélateur. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel hier ?» demanda le major Gossington d'une voix assurée, mais l'air réservé. Blake, pour sa part, répondit prudemment, évitant les détails superflus. « Rien de plus que ce qu'un invité attentif pourrait remarquer, je pense. Je m'assurais simplement que le service était en ordre avant le thé. » Miss Marple, observant depuis une fenêtre proche, remarqua la subtile lueur de malaise qui traversa son visage lorsque le major mentionna le plateau de thé. Pourtant, elle remarqua aussi la manière précise et réfléchie avec laquelle il retourna à son livre, cette posture prudente qui suggérait un homme attentif à l'examen, qu'il soit innocent ou coupable. En milieu d'après-midi, les premiers soupçons se portèrent clairement sur Adrian Blake, et plusieurs villageois, enhardis par l'intervention imminente de la police, murmurèrent que l'affaire était presque résolue. Timothy Carver, cependant, regarda Miss Marple, les yeux écarquillés de jeunesse, pour en avoir confirmation. Miss Marple, tricotant tranquillement sur son banc de jardin, secoua légèrement la tête. « Timothy, les apparences ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Le monde est rempli de gens dont les actions sont facilement mal interprétées. La vérité exige de la patience et un œil attentif aux moindres détails. Même si le village tirait des conclusions hésitantes, un observateur attentif aurait remarqué de subtiles failles dans leur certitude. Le regard de Madame Clements se posait parfois sur le major avec suspicion. L'éventail de Lady Witherspoon frémissait nerveusement dès qu'on mentionnait Adrian Blake, et la filature énergique de Timothy autour du suspect présumé ne faisait qu'accroître la tension autour de lui. Miss Marple, bien sûr, savait que le premier suspect est souvent le plus évident, et donc le moins fiable. Elle prit soin d'examiner attentivement Adrian Blake, mais aussi d'observer son entourage, car l'opportunité, le mobile et les indices subtils se cachent souvent là où on s'y attend le moins. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, baignant le village d'une chaude lueur ambrée, l'air restait chargé d'impatience. Les villageois vaquent à leurs occupations avec une observation attentive, les murmures se transmettant de chaumière en chaumière, tandis que Miss Marple, toujours patiente, se préparait à la prochaine étape de son enquête silencieuse. Pour l'instant, le premier suspect avait émergé. Les villageois avaient élaboré leurs propres théories et les fils délicats de l'intrigue commençaient à se tendre. Pourtant, Miss Marple savait que les soupçons superficiels cachent souvent une vérité plus profonde, et que ce n'est qu'en remarquant les petits gestes, les hésitations et les liens cachés que la véritable histoire finira par éclater. Le matin suivant les soupçons accrus envers Adrian Blake, St. Mary Mead respirait une vigilance incessante. Les villageois vaquent à leurs occupations quotidiennes, l'œil et l'oreille attentifs à la moindre anomalie,
comme si l'incident de Gossington Hall avait réveillé une anxiété latente qui ne se dissipera pas facilement. Miss Marple, cependant, se déplaçait tranquillement dans le village, d'une manière qui ne faisait rien de plus que sa promenade matinale habituelle, son panier à tricot à la main, et observait les subtiles variations de comportement qui trahissaient souvent ce que les gens cherchaient à dissimuler. Son premier arrêt fut chez l'épicier du coin, où elle s'arrêta pour discuter avec M. Prendergast, le vieux commerçant, qui avait déjà entendu les ragots du matin de plusieurs sources. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en s'appuyant sur le comptoir avec un sourire complice. « J'entends parler d'Adrian Blake comme coupable. Vous y croyez ?» Miss Marple sourit faiblement, arrangeant son écharpe pour se protéger d'une brise soudaine. « Je crois que les gens tirent souvent des conclusions hâtives, Monsieur Prendergast. Mais les conclusions sont rarement synonymes de faits. On perçoit facilement la culpabilité chez ceux qui se démarquent. » Monsieur Prendergast hocha lentement la tête, visiblement satisfait de la prudence de sa réponse, même s'il se pencha plus près, baissant la voix. Pourtant, il était indéniablement près du plateau de thé. Je l'ai moi-même vu jeter un coup d'œil dans sa direction à plusieurs reprises. « Oui, c'est vrai, » répondit pensivement Miss Marple, laissant son regard parcourir la pièce. « Mais considérez le contexte de ces actes. Nervosité ou simple familiarité avec la maisonnée. Les observateurs confondent souvent intention et coïncidence. » Quittant la boutique, elle continua sa route vers Gossington Hall d'un pas mesuré et posé. L'air était ponctué du murmure des ragots, un faible écho de suspicion qui semblait s'accrocher au village aussi intensément que la brume matinale. Miss Marple avait passé sa vie à observer le comportement humain dans de tels contextes, et elle savait que la vérité se cachait souvent dans les plus infimes détails, inaperçus du reste du monde. À son arrivée au manoir, elle fut accueillie par Marjorie, qui semblait inhabituellement tendue, les mains agitées tandis qu'elle disposait un plateau de thé frais et de biscuits. « Mademoiselle Marple, vous êtes toujours la bienvenue, » dit-elle avec un sourire forcé. « J'espérais que vous pourriez me conseiller. Les spéculations sont si nombreuses, et je ne sais plus à qui me fier. » Miss Marple inclina la tête avec une douce compréhension. « Observe, Marjorie, plutôt que de faire confiance. Les gens en disent plus qu'ils ne le souhaitent, et souvent, le plus petit geste a plus de poids que 1000 mots. » En entrant dans la bibliothèque, l'attention de Miss Marple fut attirée par Adrian Blake, assis à une table, faisant semblant de lire, bien que sa posture fût tendue, ses doigts tapotant légèrement la lisière du bois. Le major Gossington, faisant les 100 pas à proximité, jeta au jeune homme un regard soupçonneux et inquiet, bien que son inquiétude semblât moins liée à des preuves directes qu'à la dynamique instable qui avait suivi l'incident. Miss Marple laissa son regard dériver subtilement sur la scène, notant l'interaction entre les gestes et les regards. Elle vit le léger froncement de sourcils du major, le tic d'un doigt à côté d'Adrian, les mouvements discrets de Marjorie qui se tenait avec un calme prudent, presque réservé. Chacune de ces observations formait les fils de la toile complexe qu'elle commençait à tisser. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose de petit, presque imperceptible, mais étrangement déplacé. Sur le rebord de la fenêtre, derrière Adrian, reposait une petite soucoupe, légèrement de travers, le bord portant une légère trace de ce qui semblait être du thé séché. Elle s'approcha, sous prétexte d'examiner la disposition des livres de la bibliothèque. Se penchant légèrement, elle constata que la tâche n'était pas accidentelle, mais délibérée, signe subtil d'une utilisation précipitée, rapidement essuyée sans pour autant disparaître complètement. Personne d'autre dans la pièce ne sembla remarquer le détail. Adrian continua sa lecture avec une concentration méticuleuse. L'attention du major était ailleurs, et Marjorie retourna vers la cuisine sans jeter un coup d'œil au rebord de la fenêtre. Seule Miss Marple, forte de décennies d'observation, comprit que ce petit détail négligé pouvait être significatif. Il suggérait un mouvement de la tasse de thé, peut-être un réarrangement hâtif destiné à masquer le déroulement précis des événements. Elle en prit note en silence, l'enregistrant dans le registre mental qu'elle tenait pour ce genre d'incident. De petits indices, presque imperceptibles, portaient souvent le poids de la vérité, bien plus que des gestes théâtraux ou des aveux explicites. Après quelques instants, elle alla parler au major Gossington. « J'ai remarqué la disposition des plateaux hier, dit-elle doucement, laissant sa voix porter le rythme paisible d'une conversation informelle. Cela me parut quelque peu inhabituel, même si, je suppose, dans l'agitation d'une réception, on ne remarque pas toujours ce genre de choses. » Le major secoua la tête, incertain. « Je vous assure, Miss Marple, que tout était en ordre. Marjorie et moi étions prudentes. Je ne comprends pas comment il s'est arrêté brusquement,
réalisant peut-être qu'il avait presque exprimé une inquiétude qu'il aurait dû garder secrète. Miss Marple, comme toujours, laissait ses paroles flotter dans l'air, bien sûr, et pourtant, ce sont souvent les plus infimes écarts par rapport à la routine qui en disent long. On a tendance à négliger les plus infimes changements. Pourtant, ils révèlent la vérité. Adrian Blake, observant leur échange de l'autre côté de la table, ne dit rien, mais Miss Marple remarqua un léger raidissement dans sa posture, une crispation presque imperceptible de la mâchoire. Était-ce l'anxiété d'être observée, ou la dissimulation d'une pensée qu'il espérait voir rester cachée? C'était précisément sur ces nuances que Miss Marple comptait. Plus tard, elle retourna au jardin, où les villageois s'étaient à nouveau rassemblés. Les conversations étaient désormais teintées d'un mélange d'intrigue et de malaise. Sans surprise, Madame Clemens continuait d'exprimer ses soupçons à l'égard d'Adrian Blake, tandis que Lady Witherspoon déplorait cette perturbation des bonnes manières. Timothy Carver, incapable de résister, suivait Adrian à distance, observant chacun de ses mouvements, mais manquant la subtilité déjà observée par Miss Marple. Elle passe du temps à discuter discrètement avec plusieurs invités, les laissant se révéler par la désinvolture de leur conversation. Elle remarqua la prudence dans les réponses du major Gossington, l'évitement poli d'Adrian et la légère hésitation dans le discours de Marjorie. Chaque hésitation, chaque regard, chaque geste apparemment anodin devenait un fil dans la toile qu'elle tissait. En fin d'après-midi, Miss Marple commençait déjà à se faire des idées sur le déroulement des événements, entourant la tasse de thé empoisonnée. La soucoupe tachée sur le rebord de la fenêtre, l'attention subtile d'Adrian, les soupçons injustifiés des villageois, tout suggérait que si le premier suspect avait capté leur attention, l'histoire complète se cachait sous des couches de comportement et des détails mineurs. Son esprit travaillait patiemment, cataloguant silencieusement les interactions et les petits écarts par rapport à la conduite ordinaire. Miss Marple comprenait que la nature humaine était la plus révélatrice de toutes, et que la patience, l'observation attentive et la capacité à lire les gestes invisibles aux yeux des autres étaient ses plus grands atouts. À l'approche du soir, le soleil projetant de longues ombres sur le village, elle s'autorisa un petit sourire discret. La journée lui avait offert un début de schéma, des indices dissimulés dans des gestes, des mouvements et de faibles traces. Elle avait trouvé un indice qui, bien qu'apparemment mineur et facilement négligé, pourrait bien éclairer la véritable nature de l'incident de Gossington Hall. Ainsi, tandis que les villageois spéculaient et chuchotaient, principalement concentrés sur le premier suspect évident, Miss Marple, tricotant doucement dans le calme de son jardin, gardait en tête le premier véritable fil de l'énigme. Il était subtil, presque invisible, et parfaitement insignifiant pour quiconque, mais elle savait qu'il pouvait révéler une vérité plus profonde que personne ne soupçonnait encore. Le lendemain matin, le village de St. Mary Mead était envahi par une énergie particulière, mêlée de curiosité et de malaise. Le soleil projetait une douce lueur sur la verdure, mais sous ce calme apparent, de subtiles ondulations de tension flottèrent dans l'air. L'empoisonnement de Gossington Hall avait déclenché une série de murmures, de conversations en aparté et de regards furtifs, chacun porteur d'une part de vérité ou de tromperie. Miss Marple, marchant lentement vers la place du village, son panier à tricot oscillant doucement à ses côtés, était pleinement consciente que la véritable histoire résidait dans ces échanges silencieux. Son premier arrêt fut le salon de Gossington Hall, où le major Gossington recevait un petit groupe de visiteurs sous couvert d'une hospitalité polie. Le major paraissait calme, mais Miss Marple remarqua le rapide battement de son regard vers chaque nouvel arrivant, la légère tension dans ses épaules et le léger tremblement de ses mains lorsqu'il versait le thé. Il était clair que les événements de la veille pesaient lourdement sur lui. « Mademoiselle Marple, dit-il en la saluant, avec ce qu'il espérait être un sourire désinvolte, je vous suis reconnaissant de votre présence. Il y a beaucoup à dire, même si je crains que certaines vérités soient à plus difficiles à révéler que d'autres. » « Les vérités difficiles ont souvent tendance à se révéler, Major, » répondit Miss Marple en s'installant tranquillement dans un fauteuil. « Ce sont généralement les plus petits gestes qui trahissent les plus grands secrets. » Comme pour illustrer son propos, Lady Witherspoon, toujours soucieuse d'affirmer son sens des convenances, entama une conversation qui devint vite plus révélatrice qu'elle ne le souhaitait. « Je ne me doutais pas, bien sûr, dit-elle d'un ton pincé, qu'Adrian Blake surgirait si soudainement parmi nous. On s'attend à ce que les visiteurs respectent l'ordre paisible de notre village, et pourtant il semble quelque peu agité, n'est-ce pas ?
Le regard de Miss Marple se porta sur Adrian, resté dans un coin reculé de la pièce, apparemment absorbé par un livre, bien que sa posture trahît une disposition à répondre si on l'interpellait. C'est précisément cette tension contenue, la manière prudente avec laquelle il se présentait, qui suggérait à Miss Marple que les apparences pouvaient être trompeuses. « Je ne prétends pas juger, » dit le major Gossington d'une voix mesurée, « mais on ne peut ignorer les implications du timing. Adrian est arrivé la veille de la fête, et ses déplacements d'hier étaient remarquables. » Avant que la conversation ne puisse reprendre, Marjorie entre discrètement avec un plateau de thé. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle retrouva un calme poli. « Major, dit-elle doucement, si vous voulez bien m'excuser, il y a un problème dans la cuisine qui mérite d'être réglé. » Miss Marple l'observa attentivement. Le tremblement des mains de Marjorie, la brève hésitation avant de parler, étaient subtils mais révélateurs. Cela suggérait de l'anxiété ou peut-être de la dissimulation, bien qu'elle ne parvint pas encore à déterminer laquelle. Alors que Marjorie partait, Madame Clemens saisit l'occasion d'exprimer ses théories, les adressant à qui voulait l'entendre. « Je suis convaincue, dit-elle d'une voix basse mais insistante, qu'il y a plus qu'un simple hasard. Quelqu'un avait une raison, cachée dans l'envie, le ressentiment ou un grief personnel. On ne peut pas ignorer un acte aussi délibéré. » Lady Witherspoon hocha la tête, tout en ajoutant une mise en garde. « Effectivement, il est regrettable que notre village soit désormais le théâtre de telles inconvenances. Je suis sûr que d'autres parmi nous gardent rancune en secret, mais cette rancune ne justifie en rien cela. » Miss Marple s'autorisa un petit sourire presque imperceptible. Le schéma qu'elle avait observé commençait à prendre forme, chacun révélait une facette de lui-même, sous le couvert d'une conversation informelle, révélant des motivations, des ressentiments ou des angoisses qui seraient autrement restées cachées. La curiosité attira l'attention de Miss Marple sur le jeune Timothy Carver, qui rôdait non loin de là, son regard passant d'un adulte à l'autre, tentant de concilier les théories entendues avec ses propres observations. « Je ne comprends pas, » dit-il à voix basse, presque pour lui-même. « Comment quelqu'un a pu faire une chose pareille? Pourquoi le ferait-il » Miss Marple inclina la tête vers lui. « Timothy, les gens agissent parfois de manières apparemment inexplicables, mais ils ont généralement des raisons, qu'ils les comprennent ou non. Notre tâche est d'observer et de reconstituer les signes subtils qu'ils laissent derrière eux. » La conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Dalrymple, venue partager ses propres soupçons. « Je suis certaine, dit-elle fermement, que quelqu'un ici n'a pas été honnête. On le perçoit à ses manières, à son discours, à l'hésitation de ses réponses. Même Adrian Blake, qui semble calme, ne peut dissimuler la tension qu'il ressent lorsque certaines questions lui sont posées. » Miss Marple en prit soigneusement note. L'attention des villageois sur Adrian Blake, bien que compréhensible, pouvait détourner l'attention d'autres personnes, partageant les mêmes opportunités et motivations, voire plus. C'était rarement le suspect le plus évident qui portait toute la responsabilité. Au fil de la matinée, Miss Marple discutait tranquillement avec plusieurs invités, souvent sous couvert de remarques désinvoltes ou de questions futiles. Chaque réponse, chaque geste, chaque regard fugace s'inscrivait dans son réseau complexe d'observation. Le ton critique de Mrs. Clemens révélait son penchant pour la suspicion et son empressement à attribuer des torts à la surveillance constante de Lady Witherspoon mettait en lumière son obsession des convenances, et même le major Gossington, avec son souci méticuleux des apparences, laissait transparaître une subtile anxiété dans ses interactions. L'attention de Miss Marple se reporta sur Marjorie. Dans un moment de silence, elle demanda à Marjorie : « Y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel dans la cuisine hier ? Des livraisons, de nouveaux ustensiles, des objets déplacés ?» Marjorie hésita, son regard se porta brièvement vers la bibliothèque, puis revint à Miss Marple. « Bon, il y avait une petite livraison d'un fournisseur local, rien de remarquable, mais le plateau du thé d'hier était disposé un peu différemment de d'habitude. Je n'y prêtais pas attention sur le moment. » Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent en plein tricot. Ce petit détail, passé inaperçu, était précisément le genre d'indice qu'elle avait appris à chérir. Le plateau réorganisé, l'anxiété subtile du personnel et la nervosité des villageois suggéraient que la séquence des événements entourant la tasse de thé empoisonnée était peut-être plus complexe qu'on ne le pensait initialement. En fin d'après-midi, les premières confrontations avaient commencé à révéler plus de choses que quiconque ne l'avait anticipé. Madame Clemens et Lady Witherspoon échangèrent des remarques acerbes. Le major paraissait de plus en plus tendu.
et le sang-froid d'Adrian Blake, bien qu'admirable, était mis à rude épreuve par la surveillance constante. Timothy Carver, quant à lui, devenait de plus en plus agité, tentant d'interpréter les échanges à la lumière de son propre sens de la justice, celui de la jeunesse. Miss Marple, cependant, observait tout en silence, constatant que chaque interaction apportait un éclairage nouveau. Un léger changement de posture, un regard hésitant, un signe mal dissimulé, autant de détails qui constituaient le délicat puzzle qu'elle commençait à reconstituer. À l'approche du soir, la bibliothèque, autrefois lieu de conversation polie, était devenue un subtil champ de bataille de secrets, d'angoisses et de vérités cachées. Chaque villageois révélait ses propres failles, et Miss Marple, tricotant doucement près de la fenêtre, les catalogue avec patience. Elle comprenait, comme souvent en pareilles circonstances, que les actions des gens dans des situations ordinaires en disaient plus sur leur caractère que n'importe quelle confession. Motivation, rancune et tensions longtemps cachées refait surface lors de ces interactions, et si le premier suspect avait mobilisé l'attention, le tableau complet restait caché sous des couches de comportement. La journée s'achève sur une prise de conscience silencieuse. Le village, pourtant paisible en apparence, commençait à révéler ses secrets. Miss Marple, toujours patiente, avait rassemblé suffisamment de fils pour commencer à comprendre le tissu complexe des motivations, des opportunités et des ressentiments cachés. Et si la solution n'était pas encore à portée de main, elle savait que les petits détails subtils qu'elle avait observés la guideront bientôt vers la vérité. Pour l'instant, le décor était planté. Des confrontations avaient eu lieu, des secrets avaient été percés, et chaque villageois avait révélé une facette de lui-même sous la pression silencieuse de l'observation. Miss Marple, tricotant avec une constance irréprochable, s'autorise un léger sourire. Les fils se rassemblent, et elle va les démêler avec son mélange habituel de patience, de perspicacité et de ruse subtile. Le matin suivant la série de confrontations tendues à Gossington Hall, s'éveilla avec une étrange impatience. St. Mary Mead, d'apparence sereine sous un doux soleil brumeux, semblait vibrer d'une tension inexprimée. Les villageois vaquent à leurs occupations quotidiennes, avec une prudence exagérée, jetant des regards furtifs aux voisins et s'attardant inutilement devant les vitrines. Miss Marple, portant son panier à tricot et un petit carnet glissé dedans, arpentait le village d'un pas posé, observant les rythmes de comportement qui révélaient si souvent des vérités cachées. Elle avait à peine dépassé la poste que Timothy Carver déboula dans la rue, son calme habituel remplacé par une excitation haletante. « Mademoiselle Marple !» cria-t-il, manquant de trébucher sur les pavés irréguliers. « Il y a du nouveau. J'ai entendu M. Prendergast parler à Mme Dalrymple. Quelqu'un a bien vu, je ne sais pas exactement. Mais il semble qu'il se soit passé quelque chose d'étrange hier soir à Gossington Hall. » Miss Marple, calme comme toujours, haussa un sourcil. « Étrange, dites-vous ? Dites-moi ce que vous avez entendu. » Timothy hésite, cherchant ses mots. « Quelque chose à propos de la cave à vin. On dit qu'une bouteille de madère rare avait disparu et que le major était furieux. Mais je n'en suis pas certain. Je n'ai entendu qu'une partie de la conversation. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent-elles légèrement, mais sa voix reste douce, curieuse. « Il faut être prudent, Timothy. Les rumeurs, surtout celles qui sont incomplètes, peuvent induire en erreur même l'observateur le plus attentif. » Néanmoins, elle se laissa intriguer. Arrivée à Gossington Hall, elle avait décidé d'enquêter discrètement, comprenant que les troubles de la nuit pourraient apporter des éclaircissements cruciaux sur l'empoisonnement de la veille. Marjorie, la voyant approcher, parut soulagée. « Mademoiselle Marple, dit-elle doucement, vous avez de la chance d'être là. Le major est dans un état de détresse extrême. Il y a eu une perturbation dans la cave à vin. Il manque des bouteilles, et il semble qu'il y ait eu une bagarre, bien que personne ne puisse l'affirmer avec certitude. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Merci, Marjorie. Et le personnel ? Un comportement inhabituel ? » Marjorie hésite. Ils sont anxieux, comme nous tous. Quelques mots ont été échangés à voix basse hier soir, mais personne ne semble disposé à en parler ouvertement. J'ai pensé qu'il valait mieux t'en parler, car tu remarques toujours ce que les autres ne voient pas. L'esprit de Miss Marple travaillait en silence, réfléchissant aux implications. La tasse de thé empoisonnée, la tache cachée sur la soucoupe, la nervosité apparente d'Adrian Blake, tous ces éléments commençaient à converger. À présent, les bouteilles rafles de madère disparues ajoutaient une nouvelle dimension à la complexité, suggérant que l'incident de la veille
s'inscrivait peut-être dans une séquence d'événements plus vaste plutôt que dans un acte isolé. En entrant dans la bibliothèque, elle trouva le major Gossington arpentant la cheminée, les sourcils froncés et les mains jointes. « Mademoiselle Marple, commença-t-il sans préambule, je crains que ces incidents soient liés, même si je ne sais pas encore comment. D'abord Euphémia, puis le plateau, et maintenant la cave à vin. Quelqu'un est déterminé à perturber cette maison, mais je n'en comprends pas la raison. Adrian Blake est le seul visiteur notable, et pourtant j'hésite à le croire capable d'une telle malveillance. » Miss Marple l'observa attentivement. L'inquiétude du major semblait sincère, mais il y avait de subtiles incohérences dans son récit du déroulement des événements, des réactions du personnel et de l'absence de séquences claires. Elle prit note mentalement d'examiner ces éléments plus en détail. Adrian Blake, quant à lui, était assis à la table, lisant ostensiblement, mais jetant de temps à autre des regards attentifs au major et à Marjorie. Son sang-froid restait admirable, même si la légère tension qui entourait ses lèvres suggérait un homme soucieux d'être observé, voire coupable. Miss Marple, tricotant silencieusement, laissait la pièce lui parler à sa manière. Chaque geste, chaque regard, chaque mot murmuré contribue à l'éclosion de comportement, et elle comprit que l'absence de vin était plus qu'une simple distraction. Cela suggérait un mouvement délibéré, une intention de perturber la conversation, et peut-être un indice laissé par quelqu'un qui se croyait suffisamment prudent pour passer inaperçu. Elle commença à examiner la scène, guidée par son intuition et son expérience. La bibliothèque, bien que bien rangée, présente de subtils signes de perturbation. Une fine couche de poussière sur le bord d'une étagère, une chaise légèrement de travers et le léger arôme du madère qui avait été déplacé. Ces petits détails, facilement négligés, en disaient long à son œil exercé. Pendant ce temps, le personnel et les villageois commençaient à affluer dans la pièce sous prétexte de simples questions. Madame Clements, qui ne manquait jamais une occasion d'affirmer sa supériorité morale, murmura sèchement à Lady Witherspoon. « Voyez-vous, je vous avais bien dit que ce n'était pas un simple hasard. Le vin est une perturbation dans la cave, tout est lié, et cela témoigne d'une action délibérée. » La main de Lady Witherspoon tremblait légèrement tandis qu'elle s'inventait. Vraiment, un tel comportement est tout à fait inconvenant. On ne peut pas laisser ces perturbations se poursuivre sans contrôle. La réputation du village est en jeu. Miss Marple, écoutant en silence, classa leurs observations sans commentaire. Ces remarques, bien qu'apparemment prétentieuses, révélaient les préjugés et les partis pris des villageois, précisément le genre d'informations qu'elle pouvait utiliser pour comprendre la véritable dynamique en jeu. Timothy Carver, incapable de contenir sa curiosité, se précipita vers la cave. « Puis-je voir ?» demanda-t-il essoufflé, bien que Miss Marple lui posât doucement la main sur le bras. « Pas encore, Timothy. Il faut d'abord observer. La vérité éclatera d'elle-même si nous sommes patients. » Elle reporta son attention sur le major et Adrian Blake. « Major, quelqu'un a-t-il quitté la maison pendant la nuit? Y a-t-il eu des bruits ou des mouvements ?» Le major secoua la tête. « Rien de particulier, Miss Marple. La maison est calme la nuit et le personnel est discipliné. Pourtant, les bouteilles ont disparu, et je ne peux imaginer comment quelqu'un aurait pu entrer ou sortir sans se faire repérer. » L'esprit de Miss Marple travaille méthodiquement. Les bouteilles manquantes, la tasse de thé empoisonnée, le plateau réorganisé, tout semblait lié par l'opportunité, le timing et le mobile. Et pourtant, la solution ne résidait pas dans le simple comportement humain, se rappela-t-elle, et était rarement linéaire. Son attention fut attirée par un détail. Elle sembla remarquer une légère trace de boue sur le rebord de la fenêtre près de la cave, suggérant que quelqu'un était entré ou sorti par un chemin moins conventionnel. C'était subtil, presque imperceptible. Mais pour Miss Marple, cela suggérait une dissimulation délibérée, un indice que d'autres avaient complètement négligé. Cette prise de conscience a déclenché une nouvelle réflexion. Celui qui avait disposé la tasse de thé empoisonnée, perturbé la cave à vin et manipulé les plateaux, l'avait fait avec une minutie méticuleuse, ne laissant derrière lui que des traces infimes, apparemment insignifiantes. Chaque action était calculée pour paraître accidentelle ou sans importance, mais ensemble, elles formaient une chaîne délibérée menant à une intention cachée. Miss Marple s'autorisa un petit sourire discret. L'affaire de la disparition de Madère n'avait pas compliqué les choses, elle les avait éclairées. L'énigme, réalisa-t-elle, ne se résumait plus à Adrian Blake ou à une simple tasse de thé empoisonnée, elle concernait les schémas comportementaux, l'enchaînement de petites actions et l'interaction des motivations humaines à travers plusieurs fils conducteurs. En fin d'après-midi, les villageois, désormais conscients du désordre dans la cave à vin,
était-ce plongé dans une intense spéculation. Madame Clemens énonçait des théories de plus en plus élaborées. Lady Witherspoon s'inquiétait des convenances sociales, et Timothy Carver tentait d'interpréter chaque regard et chaque geste. Pourtant, Miss Marple, tricotant tranquillement dans le coin bibliothèque, restait à l'écart des rumeurs, se fiant uniquement à l'observation et à la déduction. Ce rebondissement avait modifié le paysage des soupçons. Le premier suspect évident n'était plus le seul point de mire. Une vision plus large s'imposait. Et Miss Marple, patiente et méticuleuse, savait que la prochaine étape de son enquête discrète nécessiterait une observation attentive de l'interaction entre opportunités, mobiles et comportements humains subtils, qui en révélaient plus que les mots. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le village, Miss Marple catalogue chaque indice, chaque geste, chaque regard secret. Un nouveau rebondissement venait d'apparaître, compliquant l'enquête, tout en éclairant la voie à suivre. Elle savait que la patience, alliée à une observation des plus perspicaces, finirait par révéler la vérité, couche par couche. Le lendemain matin, le village de St. Mary Mead semblait vibrer d'une tension particulière, celle qui persiste après des événements si inhabituels que la routine ne parvient plus à masquer complètement le malaise. Miss Marple, tricotant tranquillement sur son banc de jardin, observait les villageois vaquer à leurs occupations quotidiennes avec une vigilance qui la faisait sourire discrètement. Il y avait des ragots dans l'air, bien sûr, mais elle s'intéressait davantage aux gestes subtils, aux regards fugaces et aux micro-comportements qui murmuraient des vérités cachées sous des paroles polies. Après avoir répertorié chaque interaction significative des derniers jours, la tasse de thé empoisonnée, la posture nerveuse de Adrian Blake, les hésitations de Marjorie et la récente perturbation dans la cave à vin, Miss Marple sentit qu'il était temps de procéder à un examen minutieux et réfléchi. L'observation subtile du comportement humain révélait souvent bien plus qu'un interrogatoire direct, et d'après son expérience, la réaction finale d'un suspect, face à une suggestion ou une implication, pouvait révéler des vérités que les preuves seules ne pouvaient jamais révéler. Sa première occasion se présenta à Gossington Hall, où le major Gossington l'avait invité à prendre le thé. La lumière matinale traversait les fenêtres du salon, se reflétant sur les rideaux de dentelle et conférant à la pièce une sérénité qui dissimulait la tension sous-jacente. Adrian Blake était présent, lisant tranquillement à une table d'appoint, bien que sa posture suggérait la vigilance. Le major, toujours anxieux, marchait lentement près de la cheminée, les doigts crispés par moments, comme si les murs eux-mêmes exigeaient son attention. L'approche de Miss Marple était douce et discrète. « Major, dit-elle, vous semblez assez inquiet aujourd'hui. J'espère que vous parvenez à garder votre calme. » Le major secoua la tête, l'air las. « Je ne peux pas. Entre les événements d'hier et la découverte dans la cave à vin, j'ai l'impression que les murs de cette maison conspirent contre moi. Adrian. » Eh bien, le comportement d'Adrian est troublant, et pourtant, j'hésite à l'accuser sans certitude. Miss Marple laissa son regard s'attarder discrètement sur Adrian, qui l'accueillit avec une neutralité contrôlée, bien que ses doigts tapotèrent légèrement le bord de la table, signe subtil peut-être de vigilance ou d'anxiété. « Je comprends, Major, dit-elle doucement. Parfois, la vérité se révèle par de petits détails, presque imperceptibles. Un regard, un geste, une hésitation. Tout cela est plus éloquent que des mots. C'est à ce moment-là qu'elle introduisit subtilement son test. « Adrian, dit-elle d'un geste innocent de la tête, j'ai repensé à l'incident d'hier. C'est un sujet si délicat, et on ne peut s'empêcher de se demander parfois si le plus petit indice peut tout révéler. » Les yeux d'Adrian vacillèrent brièvement, une micro-expression de curiosité ou peut-être de malaise. Miss Marple le remarqua, mais ne dit rien de plus, laissant la pensée planer. De telles pauses, terres puissantes, on résistait rarement à révéler quelque chose quand on était poussé à sous-entendre quelque chose. Pendant ce temps, le rythme du major s'accentue, et Miss Marple remarqua les plus légers signes de tension dans ses mains et ses épaules. Elle nota mentalement que l'anxiété se manifestait souvent différemment selon les individus, et que, dans le cas du major Gossington, cela suggérait de l'inquiétude, mais pas nécessairement de la culpabilité. Marjorie entre discrètement, portant un petit plateau de thé. Ses mains étaient fermées, mais son regard se posait parfois sur Adrian puis sur le major, comme pour observer leurs réactions respectives. Le regard de Miss Marple s'attardait sur ces subtils changements.
Chaque regard, chaque mouvement fugace était un fil conducteur dans la tapisserie complexe des comportements humains qu'elle constituait. « Marjorie, dit doucement Miss Marple, y avait-il quelque chose d'inhabituel dans la cave à vin hier soir? J'ai entendu du bruit, mais aucun détail n'a été donné. » Marjorie marque une pause, les lèvres pincées, pesa ces mots. « Rien d'inhabituel, Miss Marple, à part les bouteilles manquantes. J'entendis des voix dans le couloir, mais je ne vis personne. Je préférais ne pas intervenir. » Miss Marple hocha la tête, remarquant la neutralité prudente du ton de Marjorie. Son hésitation et le choix judicieux de ses mots suggéraient qu'elle en savait plus qu'elle ne l'admet, même si c'était peut-être l'anxiété plutôt que la complicité qui la retenait. La pièce s'enfonce dans un doux silence, seulement troublé par le léger cliquetis des aiguilles à tricoter de Miss Marple. Elle laissa ce silence s'étendre, observant tour à tour chacun. Timothy Carver, appelé sous prétexte de remettre un mot de la poste du village, s'attardait à proximité, son énergie juvénile débordant d'impatience. Il lui murmura des questions, mais Miss Marple se contenta de secouer doucement la tête. L'observation d'abord, les réponses ensuite. Puis elle s'est livrée à une provocation des plus subtiles, déclarant avec désinvolture, comme pour elle-même: « Il est remarquable de constater à quel point un simple plateau de thé ou une bouteille de vin peuvent te révéler tant de choses sur un caractère. J'ai constaté que les gens révèlent qui est leur véritable nature au moindre soupçon d'oubli ou de faute. L'effet est immédiat, quoique imperceptible pour quiconque sauf elle. » Les doigts d'Adrian se figèrent un instant sur le bord de la table. Le major marqua une pause à mi-chemin, l'incertitude se lisant sur son visage, et les yeux de Marjorie s'écarquillèrent légèrement, signe d'appréhension. Miss Marple poursuivit de sa voix douce et posée. « C'est fascinant, vraiment, de voir avec quel soin certains se cachent. Et pourtant, la dissimulation elle-même est souvent l'indice le plus révélateur. » Son tricot s'animait avec régularité, une distraction rythmique qui lui permettait de rester discrète. Elle remarqua le léger tremblement de la main d'Adrian lorsqu'il prit sa tasse, son évitement subtil du regard du major, et un bref coup d'œil vers le rebord de la fenêtre, la même où Miss Marple avait remarqué la légère tache sur la soucoupe quelques jours plus tôt. C'est alors qu'elle comprit que le schéma commençait à se dessiner. La réaction de chacun à ces douces sollicitations révélait quelque chose d'unique. L'observation attentive d'Adrian suggérait une suspicion consciente. L'anxiété du major laissait deviner une préoccupation protectrice. La légère hésitation de Marjorie reflétait une connaissance des événements au-delà de ce qui avait été ouvertement admis. Miss Marple laissa le moment s'éterniser, observant leur communication tacite. On se trahit souvent en croyant que personne ne l'écoute, et une suggestion subtile et bien placée pourrait faire remonter cette vérité à la surface. En fin d'après-midi, elle avait accumulé une riche mosaïque de preuves comportementales. Chaque micro-expression, chaque réaction subtile et chaque mot soigneusement choisi contribuait à un schéma qu'elle seule, forte de ses décennies d'expérience et de sa profonde compréhension de la nature humaine, pouvait interpréter pleinement. Elle se leva de sa chaise avec l'air calme de quelqu'un prêt à poursuivre ses courses de la journée, mais son esprit resta entièrement concentré sur la scène, cataloguant chaque mouvement, chaque regard et chaque petite hésitation. Ce test psychologique subtil avait atteint précisément son objectif, une vision claire de la réaction de chaque suspect sous la douce pression de la suggestion, révélant des couches de caractère et les faibles esquisses de vérité cachées sous ces couches. En quittant Gossington Hall, le soleil projetant de longues ombres chaudes sur le village, Miss Marple s'accorda une paisible satisfaction. Les fils se rapprochaient et les prochaines étapes de son enquête, la minutieuse élucidation des motivations et la révélation finale seraient bientôt possibles. Pour l'instant, elle ne s'appuyait ni sur des preuves ni sur des déclarations, mais sur l'observation, les subtilités du comportement humain et le langage silencieux de l'hésitation et du regard. Elle avait testé les suspects avec habileté, et les réactions qu'elle avait suscitées la aideraient aussi sûrement que n'importe quel indice laissé à la vue de tous. La solution, elle le savait, était à portée de main, attendant le moment décisif pour être révélée. En fin d'après-midi, le village de St. Mary Mead est devenu silencieuse. Une attente subtile semblait flotter dans l'air, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Les événements de Gossington Hall, la tasse de thé empoisonnée, le plateau déplacé, les bouteilles disparues de la cave à vin avaient laissé les villageois inquiets et chuchotés, mais personne n'avait saisi l'ampleur des événements. Seule Miss Marple, tricotant tranquillement dans un coin du salon,
avait pu reconstituer le réseau complexe d'actions et de motivations qui reliait les événements à un schéma cohérent. La dernière réunion fut organisée avec un soin délicat qui tenait plus de la cérémonie que d'une conversation informelle. Le major Gossington, pâle et anxieux, se tenait près de la cheminée, s'efforçant d'afficher un calme qui dissimulait la tension qui émanait de lui. Adrian Blake, assis avec une dignité prudente, observait la pièce avec une subtile méfiance, conscient que chaque mouvement, chaque regard pouvait être scruté. Marjorie se déplaçait avec sa discrétion habituelle, bien que Miss Marple remarque une légère tension dans ses yeux, ombre de l'anxiété qui avait plané discrètement toute la semaine. Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge, son tricot s'arrêtant sur ses genoux. « Je crois qu'il est temps de considérer les événements de ces derniers jours dans leur globalité, » dit-elle d'une voix douce mais imprégnée d'une autorité indéniable. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du tic-tac discret de l'horloge sur la cheminée. Tout ce qui s'est produit, le thé empoisonné, le plateau déplacé, le désordre dans la cave à vin, n'était pas, comme beaucoup l'ont supposé, fortuit ou isolé. Chaque action est liée, s'inscrivant dans une chaîne de comportements qui, examinée de près, révèle intention et motivation. Le major Gossington fronça les sourcils, les mains crispées dans son dos. « Mademoiselle Marple, j'avoue ne pas comprendre. J'ai supposé que la présence d'Adrian suffisait à expliquer en partie cette inquiétude, même si je ne peux l'imaginer capable d'un quelconque méfait. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. Les apparences, major, sont souvent trompeuses. La vérité se révèle rarement chez le suspect évident, surtout lorsqu'il sait qu'on le surveille. La nature humaine est bien plus révélatrice que les convenances extérieures. Elle se leva et se dirigea vers le rebord de la fenêtre, où la légère trace laissée par la soucoupe de la tasse avait d'abord attiré son attention. C'est là, sur ce petit rebord, qu'un indice se présenta, facilement ignoré de tous, sauf de ceux habitués à observer les plus infimes écarts par rapport à la routine. La tasse fut déplacée avec précaution, délibérément, après avoir versé le poison. Seul quelqu'un connaissant les coutumes de la maison et sûr que l'attention pouvait être détournée, aurait su précisément comment laisser une preuve aussi subtile et pourtant révélatrice. Un murmure se répandit parmi les villageois, mais le regard de Miss Marple resta calme, se posant brièvement sur chacun d'eux tour à tour. Le plateau, légèrement dérangé hier, la cave à vin perturbée pendant la nuit, et la petite tache de thé autant de pièces d'un puzzle. Et ce puzzle ne désigne ni Adrian Blake, ni le major, ni même Madame Clements ou Lady Witherspoon, qui se sont simplement laissés emporter par des spéculations, mais quelqu'un de plus proche, oublié dans le cadre d'un service ordinaire. Les mains de Marjorie se figèrent à mi-chemin, tandis que Miss Marple parlait, tout en gardant un air calme. « Marjorie ?» Miss Marple poursuit doucement. « Seriez-vous prête à raconter vos actions d'hier dans la cuisine et autour du service à thé ?» Les yeux de Marjorie brillaient d'un mélange d'appréhension et de soulagement, comme si elle était enfin autorisée à dire la vérité. Elle déglutit et hocha la tête. « Je ne voulais blesser personne. J'ai préparé le thé, comme toujours, mais en apportant le plateau, j'ai remarqué que la tasse de Madame Larkins était légèrement différente des autres. Je n'y ai prêté aucune attention sur le moment. Plus tard, j'ai craint que quelqu'un n'y ait ajouté quelque chose. J'ai légèrement déplacé le plateau pour éviter d'attirer l'attention, mais j'ignorais que la tasse avait été empoisonnée. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent doucement, tandis qu'elle laissait les mots pénétrer son esprit. Exactement. Et c'est ce réarrangement qui a causé la confusion, la petite tache qui a attiré l'attention sur le rebord de la fenêtre, et la séquence d'événements qui a conduit à éveiller les soupçons. Mais le véritable acte de malveillance, l'application du poison, est distinct du simple accident ou de l'oubli. Son regard se porta vers un coin de la pièce où la plus jeune servante, Lucie, observait silencieusement. L'expression de Lucie, bien que contenue, trahissait une légère tension, un malaise né de la connaissance des événements dont elle avait été témoin sans les comprendre. Le regard de Miss Marple croisa le sien. « Lucie, pourriez-vous me dire qui avait eu accès au thé avant qu'il n'atteigne Madame Larkins ?» Lucie hésita, puis parla d'une voix douce et tremblante. « C'était bien Monsieur Grantham, monsieur. Il apporta la petite fiole du garde-manger. Je ne savais pas que c'était du poison. Il dit que c'était pour tester le goût du thé, mais le timing était étrange. » Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Adrian Blake cligna des yeux, le major resta bouche bée, et même Madame Clements se pencha en avant, incrédule. Mademoiselle Marple, cependant, continua calmement. « Les actes de M. Grantham étaient délibérés, » expliqua-t-elle. « Il en avait l'occasion et, surtout, le mobile, bien que subtil. Il y avait des griefs,
des ressentiments longtemps cachés et un désir de reconnaissance ou de vengeance. Chacun des incidents mineurs, le plateau, le saccage de la cave à vin, visait à semer la confusion, à détourner les soupçons de lui-même. Seule l'observation du comportement, plutôt que la présomption de culpabilité fondée sur l'apparence, permettait de discerner le véritable coupable. Le regard de Miss Marple se porta à nouveau sur Grantham, qui se tenait maintenant pâle et figé, incapable de soutenir le regard des villageois. « Voyez-vous, dit-elle doucement, la plus légère hésitation, la plus infime dissimulation, révèle souvent plus qu'une action spectaculaire. La nature humaine, observée patiemment, ment rarement. Et c'est la subtilité même du comportement de M. Grantham, sa gestion méticuleuse des apparences, sa manipulation des circonstances qui ont déclenché cette chaîne d'événements. » Le major, retrouvant un semblant de calme, s'adressa au domestique d'un ton calme mais ferme. « Monsieur Grantham, comprenez-vous la gravité de vos actes? Madame Larkins a de la chance d'être indemne, mais vos intentions auraient-elles pu causer un préjudice irréparable. » Les épaules de Grantham s'affaissèrent, premier signe authentique de contrition. « Je n'en avais pas l'intention, je voulais seulement que personne ne soit blessé. Je voulais seulement qu'on me remarque, qu'on reconnaisse quelque chose. » Sa voix trembla, révélant les motivations complexes d'orgueil, de ressentiment et d'ambition impulsive qui l'avaient animé. Miss Marple hocha doucement la tête, comme si cette révélation n'était qu'une simple observation discrète de la nature humaine. « Et ainsi, la chaîne est bouclée, dit-elle. Le petit indice sur le rebord de la fenêtre, le plateau déplacé, la subtile diversion tels étaient tous les fils conducteurs qui menaient à la vérité. Ce n'était jamais le suspect le plus évident qui agissait avec malveillance, mais celui dont les subtiles manipulations étaient bannies de passer inaperçues, dissimulées au grand jour. Tandis que les villageois assimilèrent la révélation, un mélange de soulagement et de malaise persistant envahit la salle. Adrian Blake, le major Gossington, et même Madame Clements et Lady Witherspoon échangèrent quelques mots à voix basse, la tension se dissipant peu à peu, la compréhension remplaçant la suspicion. Timothy Carver, les yeux écarquillés et incrédules, chuchota à Miss Marple. « Ce n'était donc pas Adrian ?» Miss Marple sourit faiblement, ses aiguilles à tricoter reprenant leur mouvement rythmique. « Non, Timothy. Parfois, les gestes les plus visibles sont des distractions. Ce sont les pas silencieux et réfléchis, inaperçus de la plupart, qui révèlent la vérité. » Le soir, le village avait repris son rythme habituel, même si un léger malaise subsistait, rappelant que même dans les communautés les plus paisibles, la nature humaine recèle à la fois une subtile malice et une capacité de révélation. Miss Marple, tricotant dans sa chaumière au coin du feu, repensait aux événements avec la compréhension sereine née d'années d'observation attentive. L'énigme avait été résolue, les fils démêlés, et pourtant la leçon demeurait dans le comportement humain. Le plus petit indice a souvent le plus grand poids. Le matin suivant la confession de M. Grantham, St. Mary Mead semblait serein, comme si le village avait retrouvé son rythme habituel. Le soleil scintillait doucement sur les pavés, des oiseaux chantèrent dans les arbres bordant la place du village, et le bourdonnement lointain d'une charrette sur la route principale ajoutait une touche familière à la vie ordinaire. Pourtant, sous la surface, subsistait une tension subtile, la conscience tranquille que les événements de la semaine écoulée avaient altéré à jamais la perception de leur paisible communauté. Miss Marple, tricotant dans son jardin comme elle le faisait souvent, observait les villageois vaquer à leurs occupations. Le major Gossington, toujours pâle mais plus calme, supervisait les réparations et les aménagements du manoir, s'assurant que ni le personnel ni la propriété ne portèrent de traces durables de perturbation. Adrian Blake, dont la présence avait initialement éveillé les soupçons, était devenu l'objet d'excuses et d'un léger amusement, les villageois comprenant combien les apparences peuvent être trompeuses. Comme prévu, Madame Clements avait retrouvé sa voix, critiquant la gestion de la maison sur un ton d'indignation modérée, mais elle-même avait admis, à contre-cœur, que ses suppositions avaient été hâtives. Lady Witherspoon, toujours soucieuse des convenances, avait repris ses promenades soigneusement organisées dans le village, avec toutefois une prudence apparente dans ses regards vers le manoir, comme si elle s'attendait encore à une autre surprise. Timothy Carver, débordant d'un mélange d'admiration et d'excitation, pouvait à peine contenir sa curiosité. Il s'approcha de Miss Marple avec une impatience qui confinait à la révérence. « Miss Marple, dit-il à bout de souffle, je ne comprends toujours pas comment avez-vous su que ce n'était pas Adrian ou le major ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent doucement, et ses aiguilles à tricoter claquaient doucement en réponse. « Timothy,
Les apparences sont souvent trompeuses. Ce n'est pas toujours celui qui paraît le plus méfiant qui porte la faute. La nature humaine est subtile, et la vérité peut se cacher dans le plus petit geste, la plus légère hésitation, ou un détail oublié par les autres. Elle marque une pause, laissant sa pensée se poser avant de poursuivre. Observer attentivement, écouter attentivement et relever les incohérences nous permet de voir ce que les autres ne voient pas. C'est la patience et la compréhension, plutôt que les jugements hâtifs, qui révèlent la vérité. Pendant ce temps, Marjorie, la gouvernante, évoluait discrètement parmi le personnel, plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Bien que consciente de la délicatesse de l'incident, elle était confortée par la présence calme et les conseils bienveillants de Miss Marple. « Merci, Miss Marple, dit-elle doucement. Sans votre perspicacité, j'aurais craint d'avoir échoué. » Miss Marple inclina la tête. « Tu as fait ce qu'il fallait, Marjorie. Souvent, les plus petites actions, même imparfaitement exécutées, peuvent éviter de plus grands maux, mais c'est en comprenant la nature humaine que l'on découvre toute l'histoire. La salle elle-même ne portait aucune trace durable des événements. Le plateau réorganisé avait retrouvé son ordre habituel, la cave à vin inspectée et réorganisée, et la bibliothèque avait retrouvé son calme habituel. Pourtant, le village n'oublierait pas plus que les leçons tirées de l'observation humaine. Chaque regard, chaque geste, chaque conversation chuchotée avait contribué à révéler les motivations subtiles et les ressentiments cachés qui avaient motivé les actes de M. Grantham. Miss Marple déambulait lentement dans les allées du jardin, son regard balayant les rosiers et les haies avec un calme pensif. La beauté du cadre, si souvent tenue pour acquise, lui rappelait que les apparences pouvaient être trompeuses. Un jardin paisible pouvait dissimuler la moindre tension chez son gardien, tout comme une réunion polie pouvait dissimuler la plus infime trace de malice. Elle avait observé ces subtilités, les avait cataloguées et avait permis à la vérité d'émerger à travers l'accusation, mais grâce à l'étude attentive de la nature humaine. Les villageois, eux aussi, commencèrent à réfléchir aux événements avec plus ou moins de perspicacité. Certains, comme Madame Clements, reconnurent à contre-cœur la folie d'un jugement prématuré. D'autres, comme Lady Witherspoon, interprétèrent cet épisode comme un rappel que la bienséance, bien qu'importante, ne pouvait se substituer à la compréhension et à la patience. Timothy Carver, en particulier, sembla saisir une leçon plus profonde, son énergie juvénile désormais tempérée par la conscience, que ce qui paraît évident est rarement la vérité. Miss Marple était assise tranquillement sur un banc sous les châtaigniers, le doux bruissement des feuilles accompagnant ses pensées de manière réconfortante. Elle repensait aux schémas comportementaux qui avaient à se mener à la découverte du véritable coupable. La petite tache sur la soucoupe de la tasse à thé, le subtil réarrangement des plateaux, le désordre dans la cave à vin, tout cela était une pièce d'un puzzle plus vaste, mineur mais crucial, négligé par la plupart, mais parfaitement clair pour quelqu'un qui savait décrypter le comportement humain. Son esprit se tourna également vers M. Grantham. Bien que ses actions étaient mal avisées, elles étaient ancrées dans un mélange complexe d'orgueil, de ressentiment et de désir de reconnaissance. Comprendre ses motivations n'excuse pas le mal intentionné, mais éclaire une vérité fondamentale. La malveillance se cache souvent dans le banal, et une observation attentive est nécessaire pour la déceler. Alors que les villageois prennent peu à peu leurs habitudes, un calme s'installe à St. Mary Mead. Les rumeurs qui circulaient dans les chaumières et sur la place du marché se réduisirent à quelques murmures, tandis que les habitants connaissèrent les événements extraordinaires avec leur quotidien. La vie reprit son rythme, mais désormais imprégnée de la subtile compréhension que même les communautés les plus silencieuses recèlent des secrets et que la nature humaine peut se révéler de manière à la fois surprenante et instructive. Miss Marple, tricotant dans la lumière déclinante, s'autorisa un sourire tendre. L'énigme avait été résolue non par la force ou la confrontation, mais grâce à l'art discret de l'observation, de la déduction et de la compréhension. Elle réfléchit à la leçon qui s'était discrètement dévoilée devant elle. La patience, le souci du détail et la compréhension des caractères étaient bien plus révélateurs que les rumeurs, les soupçons ou les preuves évidentes. La salle elle-même, autrefois épicentre du chaos, respirait désormais une sérénité renouvelée. Les rosiers fleurissent en rang impeccable, les allées étaient dégagées et le léger parfum du chèvrefeuille flottait dans la brise. Pourtant, sous cette tranquillité résidait la leçon durable de la nature humaine. Les motivations sont souvent cachées.
les actions sont rarement ce qu'elles paraissent, et seuls ceux qui observent attentivement et sans a priori peuvent discerner la vérité. Timothy Carver s'attarda à quelques pas, observant Miss Marple avec de grands yeux. « Je crois que je comprends maintenant, » murmura-t-il. « Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que les gens font, c'est comment ils le font, et ce que leurs actions révèlent d'eux-mêmes. » Les lèvres de Miss Marple s'incurvèrent dans un sourire des plus doux. « Exactement, Timothy. Chaque geste, chaque hésitation, chaque regard peut en dire long si l'on sait écouter. Et parfois, les détails les plus infimes, les plus discrets, ont une signification capitale. Alors que le soir tombait et que le ciel prenait des teintes lilas et or, Miss Marple ramassa son panier à tricot et retourna lentement vers son cottage. Le village de St. Mary Mead, en apparence calme et paisible, avait repris son rythme habituel, mais sous la surface, les leçons d'observation, de patience et de perspicacité restaient indélébiles. Le mystère avait été résolu, le coupable identifié, et pourtant, la compréhension silencieuse de la nature humaine, la véritable révélation des événements, persistait, subtile et profonde, dans l'esprit de l'observateur le plus perspicace du village. Pour Miss Marple, l'histoire était bouclée. Les fils de la tromperie, de la diversion et des motivations cachées avaient été démêlés, laissant place à une compréhension bien plus riche que la simple résolution d'un crime. Et tandis qu'elle fermait la porte de son cottage, le léger cliquetis du loquet résonna comme la douce ponctuation d'une leçon apprise depuis longtemps. La nature humaine, dans sa complexité et sa subtilité, est l'indice le plus révélateur de tous.